première saison va se conclure de manière un peu cruelle pour toi, parce qu'après une phase régulière maîtrisée le 15 mai 2010, eh ben c'est Clermont qui va renverser ton équipe au terme d'un match qui restera, à mes yeux, peut-être comme l'un des plus grands matchs de tous les temps en top 14. C'est une rencontre exceptionnelle qui se conclut sur un essai de Julien Malzieu. Sur cet essai en prolongation, Clermont va se qualifier pour la finale du top 14. Est-ce que à un moment donné, tu as douté, tu t'es dit que tu étais maudit, que ce Brennus-là, tu n'allais peut-être jamais le toucher? Où ce match il est dur, il est complexe, c'est que Clermont, depuis 6-7 ans, il frise avec le titre. Et nous, le Rugby Club Toulonnais, tu étais une année en D2, après en top 14, en D2, en top... Le RCT revient vraiment en phase finale. Mais sur cette demi-finale, ce qui est incroyable, et Clermont avait perdu souvent des matchs avec des décisions hasardeuses, etc. Là, c'est le début de l'arbitrage vidéo, et leur pilier droit marque un essai, mais il aplatit pas. Et donc, tout de suite, quand Eponi demande l'arbitrage vidéo, notre capitaine demande l'arbitrage vidéo, et l'arbitre regarde l'arbitre de touche, et l'arbitre de touche lui dit non, et donc il accepte l'essai. Mais quand tu vois les images, il n'y a jamais essai. Il lâche le ballon. Je crois que c'est Schelezzo, je crois qu'il... Le mec C'est Zirac. Le mec n'aplatit pas. Et puis en plus, votre demi d'ouverture qui souvent en phase finale passait à côté au niveau du pied, il nous passe un drop goal 55 mètres, le ballon il part. Il retombe, incroyable. Et quand même avec ça, à la fin des 80 minutes, tu es match nul. Et en plus, il y a cet essai. Et sur la dernière action, j'avais plus d'ailier, donc je faisais jouer des centres à l'aile. Et Gabi Lovobalavou, il fait un break, il se fait reprendre à 1 mètre de la ligne. Et donc là, je me dis, putain, j'ai joué à Clermont pendant 9 ans, j'ai perdu des finales. J'ai été leur premier supporter. Et là, je suis entraîneur de Toulon. Et là, la poisse... Tu te dis que c'est peut-être toi là, le chat noir. Tu te dis, purée, c'est pas possible. Mais après, voilà, dans le haut niveau, il faut se relever la tête et puis il faut rien lâcher. Et puis à un moment donné, ça tourne. Sur cet essai, Clermont va se qualifier pour la finale. Et Julien, c'est la fin d'une malédiction. Pour l'histoire, il le restera. Non, mais c'est l'histoire de ces phases finales. On se prend. C'est une histoire de drop, ces phases finales. On se prend un drop phénoménal de François Stein au Michelin en match de barrage, qui met un drop depuis son camp, tout le Michelin qui est comme ça. Il y a le drop de Brock James sur la demi à Saint-Étienne avec tout le reste sur cette demi-finale, effectivement, qui est mythique. Et puis cette finale, effectivement, qu'on avait rêvé, qu'on avait attendu. Et effectivement, y a tout dans cette finale. Mais effectivement, ce coup de pied de dégagement de Perpignan qui est légèrement contré, le ballon qui sort en touche, Anthony Floch qui n'attend pas de regarder à qui les arbitres donnent la touche, qui joue la touche pour lui-même, qui claque son drop effectivement aussi à 40 mètres à peu près en coin avec la diagonale. Et ouais, là on se dit à ce moment-là... Déjà à la mi-temps, on commence à se dire Perpignan est moins réussi que l'année d'avant. Alors peut-être, on a quand même bien attendu que le coup de sifflet soit sifflé à la 80e. Et là, pour la première fois, j'ai repleuré au Stade de France, mais de joie. Pour la première fois, la fin d'une malédiction. Ouais. Je ne veux pas trop insister, finale. Mais voilà. C'était la 11e. Ça commence à faire un sacré paquet. D'affilée. L'année suivante, Philippe, est un peu plus chaotique qu'une demi-finale de top 14, puisque Toulon va louper la qualification. On va le voir d'ailleurs avec ce play. C'est Montpellier qui va vous priver de ses qualifications. Le MHR qui pour l'occasion, eux, vont accrocher le wagon des 6. Est-ce que ce match-là, c'est déjà une déception énorme pour Toulon, pour Mourad Boudjelal et pour toi? Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que c'est ton dernier match à Toulon ou pas encore? Enfin, après, ton dernier match avec Toulon. C'est pas mon dernier match parce que je commence la saison d'après. Mon dernier match, on va gagner à Bordeaux au mois de septembre. C'est vrai que tu reprends la saison. Je reprends la saison. Alors, est-ce que c'est un échec, cette alors, étonnamment, cette saison-là,
c'est là où le public du RC Toulon devient amoureux de la Grande Coupe d'Europe, parce qu'on gagne le Munster à domicile, on met 40 points au Munster, et on fait une demi-finale de Coupe d'Europe en Espagne, où on perd contre Perpignan. Et là, il y a un amour viscéral pour la Grande Coupe d'Europe, parce que le public découvre ce que c'est que enfin ça s'appelait la H-Cup, la Champions Cup, etc. Donc en Coupe d'Europe, on est très performant. Au niveau du championnat, ça a été beaucoup plus compliqué. Avec Mourad Boudjela, on fait l'analyse pourquoi. C'est un secret de polichinelle, mais Johnny Wilkinson plus Canteponi, les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc ça avait été une erreur de ma part. Qu'il faut que tu essaies de les associer 10-12 et ça marche pas très bien. Et ça fonctionne pas. En plus, souvent, il faut... comment ça s'appelle ? Il faut qu'un leader de cette race-là dans l'équipe et pas deux. Et c'est au niveau du jeu ou du caractère ? Des deux. Des deux. Et à ce moment-là, il y a une vraie analyse avec Mourad Boudjela. Et donc là, il me dit, moi, je veux gagner. Je veux des titres tout de suite. Et là, je lui dis, c'est simple. Je lui dis, pour gagner des titres, en plus, il n'y avait pas encore donc, l'organisation des GIF qui est exceptionnelle pour le rugby français. Mais quand ton patron te donne un bon de commande, je lui dis, on va essayer d'aller chercher les meilleurs joueurs du monde, mais qui veulent arrêter leur carrière internationale ou qui sont en conflit avec leur fédé, avec leur sélectionneur. Et donc, je dis, j'ai eu Andrew Sheridan, moi, à Celle, qui est un mec exceptionnel, mais quand il joue avec l'équipe d'Angleterre, il manque 50% de la saison, mais le jour où il arrête sa carrière internationale, il faut qu'on prenne Andrew Sheridan. Je contacte et je signe Matt Guiteau parce qu'il est en conflit avec le sélectionneur australien. Et donc, on signe Matt Guiteau. On signe Nas Botha. Je me souviendrai toujours un moment incroyable. On mange avec le président Baptiste Botha. Baptiste Botha, son agent à Bandol, l'auberge du port à Bandol, un bon poisson au bord de mer, etc. Et Mourad, il me dit... teste-le quand même parce que je veux pas qu'il vienne en vacances là. Et donc là, je lui dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le club fait de l'effort, etc. Mais on te signe pour vraiment que tu fasses un job, etc. Et là, il change de couleur. Là, il l'avait très très mal pris. Il me dit, coach, moi je viens ici, c'est pour défoncer les mecs sur le terrain. Et là, j'ai dit, parce que c'était tout en anglais, et je dis à Mourad, c'est bon, ça va. C'est bon. Il l'a fait, je pense vraiment qu'il ne vient pas en vacances. Et donc, je signe ces joueurs-là, Mathieu Bastaro aussi. Peut-être que Mathieu Bastaro, je l'avais déjà signé l'année précédente. Donc, je signe pas mal de joueurs. J'avais déjà... aussi le troisième ligne anglais et on vise son frère qui est le 15 Hermitage parce que les deux en plus parlaient français, avaient été formés à Nice, donc j'avais signé le troisième ligne et là on était en contact avec Delon. Donc on avait identifié un petit peu ce qui nous avait manqué et sincèrement donc on fait une équipe exceptionnelle pour l'année d'après. Et l'année d'après, on en parlera sûrement, l'équipe de France un petit peu. On va en parler beaucoup. L'équipe de France arrive. Et donc, je commence la saison, mais pendant la Coupe du Monde. Donc, je n'ai pas tous ces internationaux. Donc, Botha, Guiteau, c'est des mecs que je signe, mais que je n'ai jamais entraîné. Et... mais on fait un bon début de saison parce qu'on va gagner. Mon dernier match, je me souviendrai toute ma vie. Voilà, on va à Bordeaux et on gagne à Bordeaux. On leur met 25 ou 30 points. Voilà. On va pas revenir sur ton
sur le comment tu quittes le RCT et la négociation que tu as pu avoir avec Mourad Boudjelal qui était un peu complexe. Pour te rendre ta liberté. Tu arrives donc en tant que sélectionneur du 15 de France, tu succèdes à Marc Lièvremont. Sur le papier, c'est un défi énorme parce qu'ils sont finalistes de la Coupe du Monde. Et rapidement, tu vas être confronté à 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il faut remercier les légendes françaises qui viennent de faire une finale. Et la deuxième, c'est que l'équipe de France a pris du retard au niveau international. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, ce que j'ai envie de dire, il faut toujours écouter les femmes. Ma femme qui comprend rien au rugby, qui est vénézuélienne, etc. Mais je suis à Toulon et après 2 saisons, je lui dis, là, on va tout gagner. Enfin, sur avec la structure, Toulon, oui. On va tout gagner et tout. Et en plus, sincèrement, j'avais été en contact avec l'équipe de France pour prendre, après Bernard Laporte, quand Marc Lièvremont a pris l'équipe de France. Mais là, sincèrement, j'étais pas du tout dans ce projet-là. J'étais dans le projet du rugby club toulonnais. Et j'ai Jean Dugnac qui m'appelle, c'est au mois d'août, donc j'ai déjà commencé la pré-saison avec le RCT, j'ai signé, et donc Guy Novès refuse les Bleus pour des problèmes extrasportifs et tout, et là il m'appelle. Et donc là, ça revient sur mon histoire de le drapeau, le truc, que le rugby et l'équipe de France m'a tout donné. Et là, je dis à ma femme, je peux pas refuser parce que je suis redevable, ma vie, ma construction, l'ouverture d'esprit que j'ai eue, c'est grâce au rugby, mais c'est grâce à l'équipe de France. Et je m'étais toujours dit, l'équipe de France, tu cherches pas à l'avoir, mais si un jour on te la propose, tu ne peux pas refuser. Par contre, je suis conscient qu'il n'y avait aucun deal entre Ligue, Fédé. On avait pris du retard. Les joueurs, dans les 6 nations, rentraient en club faire des doublons. Donc, je me suis dit, oui, je veux bien, mais il faut qu'on se batte pour trouver un deal, pour avoir plus de possibilités, plus de disponibilité, etc. Mais à partir du moment où j'accepte, je prends les rênes de l'équipe de France. Ça a été... Et ta femme te dit quoi à ce moment-là? Elle me dit, tu fais ce que tu veux, mais elle me dit... Philippe, n'y va pas. Elle me dit, n'y va pas. Tu me dis que tu vas gagner tout à Toulon et tu sais que tu vas aller dans un truc qui est très complexe. Je dis, oui, mais... je ne peux pas refuser l'équipe de France. Et ça a été... Alors après, j'ai vécu des moments de qualité aussi. On a eu des bons moments comme le début de mon mandat où on gagne les 3 tests au mois de novembre et on finit à ce moment-là 4e nation mondiale et c'est au moment du tirage au sort pour la Coupe du Monde. Mais après, ça a été très compliqué. Puis après, je l'assume, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon en tant que sélectionneur aussi. Donc, il faut aussi prendre la responsabilité. Il y a des choses qui auraient dû t'alerter quand même, Philippe. Par exemple, je reprends un cas très précis d'un dysfonctionnement total de la relation entre les clubs et la sélection. Ça concerne ce joueur, c'est Yoann Maestri. Est-ce que tu te rappelles que Yoann Maestri, à un moment, pour ne pas le dire, il est à Toulouse, tu lui donnes un programme, c'est un des meilleurs 2e lignes du monde, et tu lui donnes un programme pour faire de lui peut-être top 3 mondial. Et il se passe un truc de fou, il y a Ruslan Boukirou qui se pète en prépa, et finalement il doit jouer contre Albi un match de préparation, et sa prépa spécifique, celle qui va l'amener vers les sommets, saute. Ouais. Ça aurait dû t'alerter quand même sur le fait que ça marcherait pas. Ce qui m'a alerté, bon, c'est que j'avais une vision très anglo-saxonne parce que j'avais vu comment ils avaient été champions du monde. Il y avait un groupe resserré qui ne jouait pas 15 jours avant un grand match international. Le 6 nations, il y avait un bloc, etc. Ce qu'on a mis en place depuis quelques années pour Fabien Galtier, ça fonctionne très très bien. Mais quand je prends, comme tu dis, pour moi, j'essaye
quand même garder les joueurs finalistes. Sûrement que j'ai dû faire une erreur là-dessus, mais je mets quand même dans mon équipe 2 joueurs titulaires qui sont Maestri et Wesley Fofana. Et sur ce premier tournoi, les 2 sont exceptionnels. Wesley Fofana marque un essai à chaque match. Et Maestri, il a des stats sur le déplacement, les rucks, les trucs. Enfin, et là, je me souviens bien, il y a Patrice Lagisquier, mon adjoint Yannick Bru, et avec Yannick, je pense qu'il a vraiment le profil pour être un des meilleurs secondes lignes au monde. Par contre, on avait analysé qu'il allait au sol très très rapidement. Donc à la fin de la première saison, on lui dit voilà, tu essayes de négocier avec le Stade Toulousain, d'avoir 3 semaines de vacances et 4 semaines de développement. Et il faut vraiment qu'on lui avait donné un programme sur la muscu, sur la muscu du bas du corps et tout, et sur Wesley Fofana, exactement ça. Et le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucun accord entre Fédé et Ligue. Clubs, ouais. Et c'était la période où les clubs vendaient les matchs amicaux aux télé dès fin juillet. Mais quand ils vendaient les matchs amicaux, ils vendaient la garantie avec avec des internationaux. Donc le mec, il finissait la tournée le 8-10 juillet. On était ou en Argentine, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande. Et 15 jours après, il jouait le premier match amical. Et à la fin des 2 ans, on avait fait une étude, Wesley Fofana et Maestri, je crois qu'ils avaient fait plus de 70 matchs en 2 ans, on avait oublié récupération et développement, c'est-à-dire qu'ils avaient fait 2 ans de compétition. Et tu t'aperçois qu'au bout de 2 ans, Wesley Fofana allait beaucoup moins vite que les 2 ans auparavant, et que Maestri, une cheville, le tendon rotulien, l'épaule, etc. Et c'est là où, au bout de 2 ans, je me suis battu pour qu'il y ait une convention. Et là, la convention n'a pas eu lieu. Alors, normalement, en club, ça avait tout le temps en club, quand ça s'était mal passé, j'avais les coronesses de partir. À Bourgoin, oui. J'étais parti. À Celle, on me propose 1 million de livres d'économie, mais je ne peux pas garder mes meilleurs joueurs, je suis parti. Et là, Toulon, t'es parti parce que tu voulais le 15 de France. Ouais, enfin, je ne pouvais pas dire non. Voilà. Et là, au bout de 2 ans, là, je me suis vraiment posé la question de dire, c'est pas possible. Et je me suis attaché au fait, d'abord, on ne quitte pas le navire. Et parce que c'est ma philosophie. Et puis, je me suis dit, on aura peut-être cette préparation de 6 semaines pour la Coupe du Monde. Ça va tout changer. Mais quand les joueurs sont arrivés pour cette préparation, au lieu d'être des mecs à 100% et de les mettre à 120, 130, eh ben, j'avais 5-6 joueurs on a été obligé de faire de la réathlétisation et pas du développement. Mais après, je veux pas dire aussi, j'ai fait des erreurs de choix, j'ai fait des erreurs de message. Sincèrement, quand je vois mon fonctionnement et tout, je suis mieux et je suis plus à l'aise dans un club. Je suis très humain, j'ai besoin d'avoir les mecs, de vivre avec eux, d'être là 12 mois avec eux parce que je façonne mon groupe. Je pense que, par exemple, Fabien Galtier, il est très très bon sélectionneur. Il est peut-être moins bon au quotidien. Mais si tu préfères, je pense c'est un très très bon technicien. Voilà. Il est peut-être moins manager que moi, mais lui, sur des périodes courtes, il est excellent. Il est excellent. Moi, après, voilà, je suis plus à l'aise sur des constructions d'un club, sur le recrutement et sur la vie de tous les jours avec les mecs que en tant que sélectionneur, ça a été... Et puis ça a été dur parce que quand tu dois expliquer beaucoup de défaites, c'est pas simple. Et quand tu es sélectionneur, tu es la tête de gondole. Donc à un moment donné, quand ça marche pas, c'est normal qu'on te tire dessus. Mais toi, Pierrot, tu m'as tiré dessus aussi. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je t'en veux. À un moment donné, mais parce que à un moment donné, la vie est faite comme ça. Et quand j'ai accepté le rôle, tu l'acceptes avec les bonnes choses et les mauvaises. Et à partir du moment où ça se passe mal, j'ai accepté le rôle. Et sincèrement, j'ai quand même vécu des bons moments, ça a été dur, mais c'est beaucoup plus dur pour ta famille, pour ton environnement, pour tes amis proches, par exemple, qui ne faisaient
passer pour quelqu'un qui pleurait, pour quelqu'un qui était triste et tout, alors que je suis, et tu m'as connu après, Bien sûr. que je suis l'opposé de ça. Bien sûr, c'est là-dessus que je voulais aller avec toi, Ilia, parce que tu es journaliste, tu as couvert des conférences de presse de Philippe, notamment. Philippe avait une image déplorable. Vraiment, triste, à cette époque-là. De triste, ouais. C'était ça et qui parfois était peut-être dépassé par... Enfin, je sais pas si tu es le mieux placé maintenant pour répondre, mais peut-être dépassé par ce qu'est le 15 de France à ce moment-là, la pression médiatique, les conférences de presse. Parfois, peut-être l'impression que tu subissais un peu tout ça, cet environnement. Nous, en tant que journaliste, ça pouvait donner cette impression-là qui donnait du coup peut-être une mauvaise relation entre les journalistes et toi. Non, mais après, je comprends, mais... Et c'est... Je vais t'expliquer. À un moment donné, je me suis dit, bon... Et donc, on a pris la Fédé et tout, on a pris des coachs, un coach sur la communication, média training, un mec qui entraînait des mecs politiques, etc. Et puis c'était hyper intéressant. Et donc là, on va dans une conférence de presse, ça dure 40-45 minutes, et à la fin, on fait un débrief. Philippe, c'était super, c'était péchu, t'as mis du truc. Mais dans les 45 minutes, une fois, j'ai dit oui, et j'ai fait une petite grimace. Et le retour médiatique dans tous les journaux, dans tous les trucs et tout, était sur ce passage-là, sur ces 5 secondes. C'est-à-dire que tu essayes de faire des médias training, tu essayes d'être meilleur, le mec te dit purée, c'est bon et tout. Et le retour, bon après, c'est la vie, c'est là où tu t'aperçois à un moment donné. C'est comme en tant que joueur, le premier match il est important, hein. Tu prends un ballon sur la tête, tu loupes un plaquage et tu fais un en avant dans l'embut, le public va pas être derrière toi. Tu marques 3 essais, les mecs ils vont à Gloucester, j'ai marqué 2 essais mon premier match, ils ont chanté la Marseillaise pendant 2 ans. Et donc les premiers rendez-vous avec l'équipe de France sont importants. Et sûrement, j'ai été pas bon et maladroit sur ces moments-là. Je me suis battu aussi pour qu'il y ait une convention. Donc, je suis allé un petit peu trop à la guerre par rapport au club et à la Ligue. Après, la seule bonne chose, ce qui est terrible, c'est que c'est le plus gros drame pour moi d'avoir pris 50 points contre les All Blacks à Cardiff. Mais c'est à partir de ce moment-là où les instances se sont réveillées. Ils ont dit, bon, maintenant, il va falloir peut-être trouver quelque chose pour que l'équipe de France soit de nouveau au centre du village. La seule bonne chose, ça a été ça. Mais après, c'est ce que je te dis, j'ai fait des erreurs, j'ai pas été bon, mais après, quand tu essayes d'être meilleur, quand on te colle une étiquette, c'est comment ça s'appelle ? Tu regrettes pas ton choix quand même. Ah mais non, mais après moi, tout le temps dans ma vie, j'ai fait des choses et je les assume à 200%. Et je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, pas du tout. Et quand je prends une décision, je la vis pleinement et je la vis à 200%. Et j'ai aucun, comment ça s'appelle ? Je me dis pas, j'aurais dû. Non. Là, tout à l'heure, je le dis en rigolant, il faut écouter sa femme parce que ma femme m'avait dit ça. Mais à partir du moment où j'ai pris cette décision, et j'ai vécu pendant 4 ans, j'ai vécu des moments exceptionnels avec les joueurs. J'ai encore des joueurs, j'ai plein de contacts avec eux, avec des mecs comme Thierry Dussautoir, Pascal Papé, même Johan Huget, Wesley Fofana ou Guillaume Guirado. Mais après, c'était dur pour ces joueurs-là parce que c'est une génération sacrifiée. Ouais. C'est des mecs qui faisaient 40 matchs par an. On avait oublié que dans le très haut niveau, tu as 3. Tu as la récupération, le développement et la compétition. Ce que maintenant, on a très bien compris avec Antoine Dupont. Antoine Dupont, il fait 7 et 15. Il a été exceptionnel, mais il a eu des temps de récupération, des temps de vacances. Par contre, c'est le meilleur joueur en finale du top 14. C'est le meilleur joueur de la Coupe d'Europe. C'est le Rocky de la Coupe du Monde de rugby à 7. Et pour les Jeux Olympiques, il rentre à la mi-temps en finale et il marque 2 essais, il fait marquer. Mais on a au moins compris que le haut niveau, il fallait régler ça. Moi, 2 fois dans le 6 Nations, on gagne les 2 premiers matchs. Je demande juste une chose, c'est que à la 3e journée, qui était un match de top 14, je garde mes 15 titulaires. Les 15 titulaires, ils ont tous joué en club. Et on a fini les 6 Nations sur les rotules. Jamais mieux que 4e dans le mais bon, tournoi. Mais c'était une période.
Et je l'assume, et j'assume aussi que je n'ai pas été bon dans ce rôle de sélectionneur. Mais ce qui est super, par contre, après 4 ans de sélectionneur, et ce qui est exceptionnel, d'abord, tu apprends sur toi. Et après 4 ans, tu sais avec qui tu partiras en vacances et avec qui tu ne partiras jamais en vacances. C'est pour ça quand tu dis... Pierre, du coup. Ouais. Non, mais parce que Philippe, tu as entièrement raison sur le fait que, comme beaucoup, j'ai été critique vis-à-vis de ton c'est bilan. mais c'est normal. Mais je n'ai jamais attaqué l'homme, ce qui n'a pas été toujours le cas de certains de mes confrères Oui. qui s'en sont pris pour l'occasion à ce que tu étais et pas à ce que tu faisais. Oui, et ça tout à fait. change tout. Voilà. Puis avec Philippe, je ne sais pas si on partira en vacances, mais on a déjà partagé quelques soirées. Voilà. Et on s'entend plutôt bien, ça va. On est à peu développera près pas, raccord on développera sur la manière dont on conçoit la vie. Non, mais après, ce qui est bien, c'est qu'il était critique, mais c'est pour ça. Après, j'ai jamais été. Comment ça s'appelle rancunier. Vous faites votre métier. À partir du moment où ça joue mal, où ça gagne pas, c'est normal que. Mais comme des entraîneurs, il y en a Non, qui mais- le font bien et d'autres moins bien. C'est non, pareil. mais c'est la même chose, hein. C'est tout à fait normal. Et c'est marrant parce que quand on s'est connus, je pense que tu me voyais pas. Non. Tu voyais un homme différent. Totalement. Bah, non, moi mais aussi, vraiment, c'est ça c'est évidemment. quelque chose Mais que, Mais bon, que mais je, c'est. que je dois dire. Hein, mais c'est ce qui est intéressant dans la vie. T'as renvoyé, et c'est assez drôle parce que t'as renvoyé l'image de quelqu'un de triste, même ta famille le disait, qui te reconnaissait pas en conférence de presse. T'avais la mine grise, vraiment tu dégageais quelque chose de triste, de pas épanoui. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on a commenté un match de rugby anglais ensemble. Et je me suis dit, oh là, ça va être un peu long. Je m'attendais. Je vais me faire chier. Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis, capitaine, sélectionneur du 15 de France, j'étais un peu impressionné quand même. Tu vois, moi, j'étais un petit journaliste de merde. Je disais, oh là, c'est cool. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un d'ouvert, de drôle, d'hyper humain, de pas du tout enfermé dans les datas, les trucs. Voilà, juste quelqu'un qui a envie de partager des moments. Et je me suis régalé pendant les 5 ans ou 4 ans ou 5 ans qu'on a partagé ensemble à RMC et à SFR Sport, puis RMC Sport, puis BFM, enfin tout ça. Mais j'ai découvert quelqu'un, et plus encore en dehors des studios, où là, bon ben voilà, quand on arrive chez toi et que tu nous invites pour passer une soirée, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux dans le partage. Et pas simplement dans les vivres, hein. C'est pas parce qu'on mange comme des porcs, hein. C'est vraiment parce qu'on va vivre un moment ensemble et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, Philippe. Mais c'est important, tu le sais. Ouais, bien sûr. C'est la fin de l'émission. Voilà, merci. Non, mais voilà, tu l'as évoqué, Julien, tu l'as vécu aussi, ce traumatisme du quart de finale de Coupe du Monde où on peut dire que le terme branlé est parfaitement adapté. Hein. Une branlée historique. 62-13 avec Serge Blanco qui avait dit avant le match on va gagner parce qu'on est français. Apparemment le plan n'était pas partagé par les Néo-Zélandais. Oui, apparemment le Black n'était pas trop d'accord avec cette analyse-là. Savea, non, je crois qu'il n'était pas trop d'accord. Ouais. On va pas revenir sur l'épisode Serge Blanco qui avait été mis à tes côtés comme paratonnerre et qui s'est retrouvé du côté de ceux qui te tapaient sur la tête. Il y a quand même cette épopée du 15 de France pendant 4 ans qui est très difficile. Quelle image tu gardes de Philippe le sélectionneur ? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y avait cette image qui était véhiculée dans les médias et c'est vrai qu'on vu de l'extérieur c'est vrai qu'on avait l'impression de voir quelqu'un de triste qui subissait un peu dans un contexte qui était aussi pas simple parce que certes 2011 on va en finale. Donc il y a l'héritage de cette finale, mais il faut se souvenir comment on y va en finale. C'est-à-dire qu'on fait les matchs de poule avaient été compliqués. J'étais dans les tribunes pour France-Tonga à Wellington. J'étais dans les tribunes pour France-Tonga à Wellington. Donc, avec Arizona Tomalolo qui branche la mêlée française. Et j'étais avec le groupe de supporters à l'hôtel des joueurs le lendemain qui sortent tous la tête basse sans dire bonjour à personne parce qu'ils partaient chez l'ambassadeur, etc. Certes, c'est sans doute la finale qu'on ne doit pas perdre, mais alors tout le reste de la Coupe du Monde avant est pas loin d'être cataclysmique. Et donc, c'est quand même un contexte, je pense, très particulier où on se dit on aurait dû être champion du monde, mais on n'aurait pas dû sortir des poules. Ouais. Première équipe à être en finale en ayant perdu. Ouais. Ça n'était jamais arrivé avant l'équipe de France. Et derrière, effectivement, 2 matchs en poule. 2 matchs en poule. Il y a ces nouveaux joueurs qui arrivent. Alors oui, clairement, on le badait tous. Hein. Wesley, il traversait le terrain, etc. Mais effectivement, je pense que même nous, supporters, à l'époque, on ne se rendait pas compte que les mecs jouaient trop, effectivement. Et puis on avait des attentes très élevées parce que c'était l'équipe de France. On avait des attentes super élevées, c'était l'équipe de France. Il y avait des top players qui sortaient dans quelques clubs.
on se rendait pas compte, nous, que finalement, c'était pas normal de voir les mecs toutes les semaines, que ça soit en bleu ou avec les couleurs du club qu'on supporte tous les week-ends sur le terrain. Et on arrive, et moi je garde une image alors qui n'est pas forcément le quart de finale, parce que, le quart de finale, c'est voilà. Mais j'étais dans les tribunes pour France-Irlande, en poule. Ah oui. Et j'étais au 2e rang. Dernier match de Paul O'Connell qui se flingue l'épaule et qui finit sa carrière sur le terrain. Mais ce match a été une boucherie pour les deux équipes. Et ça a été une boucherie. Et on était là, j'étais au 2e rang avec ma compagne. Ça tapait tellement fort, on entendait les chocs et on se dit mais non, c'est pas normal quoi. C'est une boucherie. Et ce match, on s'est entretués parce que nous, on a eu des PT, eux, ils ont eu 3 PT. Et ça a été très difficile. Mais pour revenir sur ce que tu dis, et je le comprends tout à fait que le grand public ne pouvait pas comprendre, parce que les clubs français étaient dominants. Donc les gens ne comprenaient pas. La finale de la Coupe d'Europe, et ça, je vais te donner... c'est un souvenir qui est dur pour toi. Finale de la Coupe d'Europe, Clermont-Toulon. Clermont qui doit gagner. À un moment donné, ils jouent alors qu'ils doivent taper. Et Toulon est champion d'Europe. Donc les gens disaient mais on a les 2 meilleures équipes européennes. Par contre, ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que sur les 30, t'avais quoi? Donc il y avait 23 et 23. Sur 46 joueurs. Sur les 46 joueurs, tu sais combien j'avais de sélectionnables en équipe de France? Si t'en avais 10, c'était le bout du monde. Ouais, 7 ou 8, non? Allez, je les suis. 8 sélectionnables. Et pas tous titulaires. À Toulon, je crois qu'il y a un titulaire français qui est Mathieu Bastaro. Si je dis pas de bêtises, il y avait Fred Michalak qui était remplaçant. Mais j'avais 8 sélectionnables. J'aurais pu en avoir un 9, mais je crois que Julien Bonner avait pris sa retraite internationale. Et sincèrement, alors, j'y étais dans cette période et je l'assume, mais après la réorganisation du rugby français, le fait d'avoir 15 ou 16 joueurs GIF, donc joueurs issus de nos filières de formation, a fait que les clubs, les présidents ont changé complètement, ont mis de l'argent sur la formation, que nos jeunes joueurs maintenant savent que s'ils viennent dans un club de top 14, ils vont jouer. Alors qu'à l'époque, moi j'ai été obligé de recruter des mecs qui jouaient en D2, Brice Dulin, Maxime Machenot, il jouait à Agen en D2, Johan Huget jouait à Bayonne en D2. Rabat Slimani à un moment donné était remplaçant au Stade Français. On a été obligé d'aller chercher parce que ces jeunes joueurs à l'époque ne trouvaient pas de la place en top 14. Et l'organisation du rugby français, le fonctionnement des GIF, notre formation a fait aussi qu'on a été 3 fois champion du monde des moins de 20 ans, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre sport. Donc à un moment donné aussi, il faut prendre un raz-de-marée. Le problème, c'est que c'est moi qui étais... Il a fait mal, oui. Mais ça fait un bien fou à l'organisation du rugby français et à prendre de bonnes décisions. La suite, parce que ça aurait pu s'arrêter là, Philippe. Ça aurait pu s'arrêter, comme pour Marc Lièvremont, après une défaite avec le 15 de France. Certains sélectionneurs n'ont jamais rebondi. Ça ne va pas être ton cas. Puisque après Pierre Martinet, après Mourad Boudjelal, un autre personnage, Moed Altrad, va te faire confiance, te faire signer un contrat. Tu t'engages à Montpellier. Quand tu signes, il se trouve qu'on travaille ensemble toutes les semaines déjà à ce moment-là. Et au départ, tu me dis qu'il faudra 3 ans. 3 ans pour que l'effectif ressemble à ce que tu as envie d'en faire. La première mission, et tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est de virer des joueurs. Tu arrives et t'es le croque-mort en fait. Tu dois enterrer des types et c'est pas facile parce que tu dois en convoquer une vingtaine pour leur dire que c'est terminé. Tu commences à gérer un recrutement qui te ressemble, mais tu ne peux recruter que des joueurs qui sont libres. Alors j'ai une question très sérieuse. Comment tu fais pour construire un effectif? Parce que on n'a pas parlé de ça, mais ton premier rôle en tant que coach, c'est d'avoir un effectif qui te ressemble ou qui fait ce que tu aurais aimé faire. Comment tu gères ça? Est-ce que tu recrutes des joueurs en fonction de ton projet de jeu? Est-ce que tu adaptes ton projet de jeu en fonction des joueurs qui sont disponibles? Ou est-ce que c'est un mix de tout ça? Alors d'abord, comment tu fonctionnes? Tu es obligé d'être un mix. Tu as des idées, mais après tu dois t'adapter à ton effectif. Après, quand je suis arrivé à Montpellier, le problème déjà, il y avait beaucoup trop de joueurs étrangers. Donc il fallait... Tu avais 17 Sud-Africains, je crois. Il fallait se séparer de pas mal de joueurs.
tu avais une problématique de GIF, de joueurs français. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En plus, il y a des problèmes de salary cap, donc il fallait respecter. Donc, moi, je suis allé chercher des gros potentiels en D2. Des joueurs qu'on ne connaissait pas trop, mais par exemple Alexandre Béconnier, qui était à Mont-de-Marsan, Enzo Forletta à Perpignan, Capelli, qui était à Grenoble. Donc, je suis allé chercher des joueurs français. Alors, la première chose, tu vois, là, je suis là, mais je travaille pour la saison prochaine. Ouais. D'abord, j'aime rencontrer le joueur, j'aime rencontrer l'homme. Moi, l'homme m'intéresse beaucoup plus. Alors, bien sûr, si c'est une pompe à roulettes, je ne vais pas le prendre. Mais, t'es super sympa, par contre, t'es nul, alors je te prends. Mais moi, ça m'est arrivé de vouloir à tout prix un joueur. Et quand tu le rencontres, et après un entretien, je me suis dit non, ça ne marche pas. Donc, beaucoup de rendez-vous. Je vais voir les personnes, parce que moi, c'est important. Après, il faut leur montrer le projet, qui est un projet sportif, mais un projet de famille, des fois. Et puis après, tu le sais, je connais très bien le rugby anglais, je connais très bien le rugby mondial, je vois beaucoup de matchs. Et donc, j'ai aussi, tout de suite, je suis allé chercher Zach Mercer, parce que c'était un joueur que je suivais depuis 6-7 ans. Et souviens-toi, on avait commenté des matchs de Zach Mercer. Et je t'avais dit, s'il y a 2 joueurs que j'aimerais avoir, c'est Zach Mercer et Sam Simons, les 2 troisième lignes. Je suis allé chercher Titi Lamositele parce qu'il fallait un pilier droit qui était capable de jouer à gauche. Donc, mon fonctionnement a été, le recrutement, d'abord, il faut garder tes meilleurs joueurs et surtout tes jeunes joueurs français. Ça, c'est le primordial. C'est de garder tes meilleurs joueurs. Donc, Arthur Vincent, qui était prêt à partir au Stade Toulousain, j'ai tout fait pour le garder et tout. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, te séparer de joueurs et puis de joueurs vieillissants. Il y avait beaucoup de joueurs, Bismarck Duplessis, qui avait été un grand joueur, mais il était vieillissant, qui ne jouait pas beaucoup, etc. Et après, c'est terrible, mais dans le sport professionnel, il y a un ratio. Quand tes joueurs qui sont plus payés ont un temps de minute très bas, tu es 10e, 11e, 12e. Ça me rappelle un club, ça. Tes joueurs, quand tes meilleurs joueurs, ceux qui sont mieux payés, font 80% du temps de jeu, tu vas avoir des résultats. Tu as des résultats. Et donc, et puis après, voilà, on a fait des colis, on est allé chercher des joueurs. Voilà, je suis allé chercher beaucoup de joueurs français à gros potentiel en 2e division, parce que la D2 est un championnat de qualité, parce qu'on a une formation qui est assez exceptionnelle. Et puis après, voilà, d'essayer d'amener des joueurs étrangers, mais pas beaucoup, parce que tu peux en avoir que 5 ou 6 sur feuille de match, mais qui peuvent t'amener une vraie plus-value. Et alors après, de toute façon, quand tu fais des choix, celui qui fait jamais d'erreur, ça n'existe pas. Mais il faut faire des choix forts, et il faut aussi, par rapport à un équilibre dans ton équipe, entre des puissants, des rapides, des créateurs, des numéros 1, des numéros 2, des mecs qui acceptent de jouer que pendant les doublons quand les internationaux sont pas là. Donc ça se construit, il y a beaucoup de réflexion, il y a aussi beaucoup de communication avec tes adjoints. Moi, c'est avec Jean-Baptiste Elissade, Olivier Azam, quel potentiel tu aimerais, etc. Mais t'arrives avec un plan, t'arrives en disant je veux jouer comme ça, ou est-ce que tu regardes l'effectif et tu te dis ok, avec ce que j'ai, la meilleure manière de gagner, c'est comme ça. Dans quel ordre tu fais comment au départ, quand je suis arrivé à Montpellier... T'as fait avec ce que t'avais. J'ai fait donc... avec ce que t'avais, avec voilà, les joueurs qui étaient donc présents. on a fait un système de jeu par rapport à... pour être le plus performant possible. Bon, en plus, on était avant-dernier, on était en difficulté. Ouais. Et puis en plus, je reprends, pendant 5 matchs d'affilée, on perd 1 point, 2 points. Ça a été dur. Pendant 5 matchs, je reprends l'équipe. On perd à Lyon 2 points. On va à Brive. On mène de 17 points à la mi-temps. On perd d'1 point à la sonnerie. On perd le 5e match contre le Racing à la 78e minute. Putain, là, tu te dis, tu sais plus faire.
Tu as plus le... Et puis tout d'un coup, les joueurs croyaient au système, adhéraient au système. Tout le monde, ce qui est important, c'est que les mecs soient à 100% dans le projet. Et donc pour ça, le management, qui était un management qui a une dizaine d'années, quinzaine d'années, très vertical, maintenant c'est un management participatif. Il faut que les joueurs soient au centre du projet. Donc on les fait beaucoup travailler dans le projet, sur comment on va jouer, sur les analyses, etc. Ils sont très très présents là-dessus. Et là, tout d'un coup, on enchaîne avec 10 victoires d'affilée, on se sauve et en plus on gagne l'Intertoto pour les footballeurs, la conférence européenne. C'est pas très poli parce que franchement, c'est une belle compétition. Je me rappelle d'avoir eu Jean-Baptiste Elissalde quelques jours avant la finale au téléphone, qui avait très peur d'être champion d'Europe, mais d'être en Pro D2 l'année d'après. Parce qu'il y avait vraiment ce risque-là, qui était assez présent, prégnant. On va boucler la boucle, Philippe, parce qu'on arrive au moment où Montpellier va récolter les fruits de son travail et du tien, avec ce titre, ce Brennus, enfin, que tu décroches. C'est un soir de finale où tout va bien se passer, comme dans un rêve. Et puis il y a un joueur qui va te faire une différence énorme, que tu as fait venir, qui finalement récompense son travail, qui s'appelle Zach Mercer. Arthur Vincent est sur un nuage, Guilhem Guirado joue le feu, Anthony Boutier, qui lui aussi a explosé en Pro D2, se révèle avec Montpellier et porte l'équipe. Est-ce qu'à ce moment-là, ça y est, tu t'es dit que ce Brennus-là te tendait enfin les bras? Est-ce que tu as eu le temps de le savourer? Oui, je l'ai savouré. Après, voilà, en plus, quand on parlait du recrutement, je vais prendre aussi des joueurs revanchards. Là, la seconde ligne, c'est Flo Verhaeghe et Sébastien Chalureau. Les deux joueurs ne sont pas conservés au Stade Toulousain. Donc, j'ai oublié aussi dans mon recrutement, je vais chercher aussi des joueurs. Des profils revanchards. Ou des fois, il faut proposer la deuxième chance à certains joueurs, etc. Et cette année, elle a été exceptionnelle, mais elle a été exceptionnelle d'abord parce qu'on avait vécu une année l'année avant avait été compliquée, donc on était avant-dernier et on s'est battu pour sauver jusqu'à l'avant-dernière journée où on gagne Bayonne chez nous, mais on gagne un titre. Et cette dernière année, en plus, c'est la fin de deux monuments du rugby français, Fulgence Ouedraogo et Guilhem Guirado. Et Fulgence, tu le laisses en tribune, c'est quelque chose. Et en plus, je le laisse en tribune sur les phases finales, mais il a été exceptionnel et c'était le motif de la motivation des mecs. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que cette année-là, on était cachés, mais au mois de décembre, on est premier, donc on change d'objectif et tout. Et là, on commence à rêver de dire. On va amener ces deux monstres sacrés du rugby, Guilhem Guirado et Fulgence, au Stade de France et on va ramener le bouclier. Et ce qui est incroyable, c'est la force. La défaite est une mauvaise habitude, mais après, c'est difficile de la casser. Mais la victoire, quand elle devient un ami, c'est assez exceptionnel parce que les joueurs y croient, parce que les remplaçants veulent être titulaires, parce que ceux qui sont hors groupe, donc tout le monde bosse comme des fous. Et puis il y a tout d'un coup tu sens que rien peut t'arriver et c'est étonnant, mais sur le dernier match c'était important qu'on rentre dans les deux parce qu'on sait maintenant avec ce rugby moderne que si tu joues le quart de finale, les barrages, tu laisses du jeu. Tu as très peu de chances d'être champion et on a pu voir cette année encore Bordeaux qui a gagné le barrage, la demi, mais en finale, ils n'avaient plus rien. En plus contre le Stade Toulousain. Et à l'époque, l'équipe de France partait en tournée au Japon et j'avais 8 ou 9 joueurs qui étaient susceptibles de partir en tournée, mais il ne fallait pas être demi-finaliste. Mais par contre, pour les papiers, pour les visas, c'était compliqué. Donc, ils avaient fait une liste de 70 joueurs. Et les 7-8 joueurs, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, 9, ils me disent, mais Philippe, on ne va pas faire les papiers parce que... On va y aller, quoi. On va y être. Ouais. Et là, quand tu as des mecs, parce que l'équipe de France, c'est important pour les joueurs et c'est normal. Mais quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 mecs qui viennent te voir et disent, coach, tu es sûr qu'on a besoin de signer ces papiers parce que nous... On n'y sera pas, oui. On va pas y aller à la on va pas y aller parce qu'on sera en demi... Tu te dis... Il y a quelque chose qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Et alors, on n'était sûrement pas les meilleurs, mais on avait une envie. On faisait
tout ce qu'on faisait, on le faisait très très bien. Alors, on n'était peut-être pas l'équipe la plus belle à avoir joué, mais tout ce qu'on faisait, on le faisait très bien. On était difficile à manier, on était solidaire, on était discipliné, et puis on était d'une efficacité incroyable. Et sur cette finale contre Castres, tu marques 3 essais au bout de 12 minutes de jeu, et puis des sacrés essais. Les mecs savaient jouer au rugby en plus. Philippe, Julien, c'était sympa. Il nous reste 5 minutes ensemble. Le 15 de légende de Philippe Saint-André, on va le retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous promets qu'on le partagera. Mais on va devoir passer à ce moment délicieux. Oh, j'adore ça. C'est le moment de vérité. Vous connaissez le principe, les questions qu'on n'a jamais osé poser à Philippe Saint-André et Julien, supporters de l'ASM. C'est des questions horribles, globalement. Messieurs, c'est le moment poker face. Je vous explique la règle, c'est très simple. Je vous pose des questions ignobles et Ilia aussi va vous poser des questions abominables. Et vous devez faire comme en conférence de presse, me répondre sans vous énerver, sans rigoler, sans me taper. Sans rigoler. Poker donc, face, il faut être triste. Je garde. Garde replonge-toi en 2012, tournée en Australie, voilà, replonge à tous ces trucs-là. Ilia, tu veux démarrer ? Vas-y, je veux voir comment ils réagissent. Alors, je vais attaquer avec Philippe. Philippe, on est d'accord que le Goret, c'est un surnom dégueulasse. Dégueulasse. On est d'accord, il n'y a pas dégueulasse. de... Ok. Julien, c'est quoi le pire ? C'est perdre en finale ou pas jouer les phases finales ? Oh, pas les jouer. Philippe, ça existe vraiment, bourg de péage ? Oui. Bourg de péage. Bourg de péage, ouais. Ça existe vraiment ? Oui. Ok. Non, ça paraît être un nom fictif. Ouais, un nom roman, et tu passes le pont, bourg de péage. D'accord. Et on dirait un nom de ville dans Pokémon. Ouais. Tu vois, ça n'existe pas. Ça, et cette année, j'ai porté la flamme olympique et je l'ai portée de Romans à bourg de péage. J'ai passé le pont avec la flamme olympique. 30 secondes, quoi. Ouais, je suis pas affûté, donc c'était... 2 bonnes minutes. 50 secondes. Mais c'était, pour moi, voilà, qui venait de l'USRP, l'Union sportive romanaise et péageoise, ça avait beaucoup de justification et beaucoup de valeur. Julien, je suis un peu moins le rugby cette année. Clairement, ils sont en Pro D2. On a dit pas taper, c'est ça. Alors non, ils ne sont pas en Pro D2 et des sources bien informées disent même qu'ils sont à l'heure actuelle premiers du top 14. C'est pas vrai. Il paraît. Après top 14. Après une journée. Après une journée. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Parce que je regarde surtout les phases finales, c'est pour ça. Julien, ça te fait pas un peu chier de te dire que Clermont, ils ont moins de titres que la section paloise ? Très, très bonne question, merci Pierre, qui n'est pas là du tout pour foutre le bazar à la maison. Je te remercie. On embrasse Caro. Oui, on embrasse Caro et je vais te répondre qu'on a effectivement à Clermont moins de titres, mais que comme le dirait un ami Rochelet, on a plus de boucliers de Brennus, puisque l'un des titres palois est un espèce de coq d'or obtenu pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où le Brennus n'était pas distribué. Ah, tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Philippe, tu préfères les lunettes de Fabien Galtier ou celles de Christophe Furios ? Christophe Furios. Ah, t'es pas trop lunettes de plongée. Voilà. Julien, à Clermont, l'équipe maintenant, c'est quand même Clermont Foot, non ? C'est clair. C'est plus ça, l'ambiance. La vraie passion. La vraie passion, c'est le Stade Clermontois handball, mais ils sont un peu moins médiatisés. Les demoiselles de Clermont du cul, au basket à l'époque. Ouais. Philippe, c'est bien beau, tout ça. Johnny Wilkinson, Mourad Boudjelal et tout ça. La star vraiment que tu as rencontrée dans le rugby, c'est Patrick Sébastien, non ? Oui. C'est génial. Il est arrivé. Patrick Sébastien, c'est génial. Oui, c'est vrai. C'est même lui le plus fort en troisième mi-temps. Philippe, est-ce que quand on devient riche comme toi, on arrête d'être radin ? Bah, tu me connais, tu sais que je suis loin d'être radin. C'est mais vrai. bon, t'as quand même joué longtemps à Clermont, c'est pour ça que je posais la question. C'est vrai. Je suis auvergnat d'adoption. C'est les pires souvent. Julien, on est d'accord que t'es fan de l'ESM parce que t'avais pas le choix. Je veux dire, Clermont, le samedi soir, c'est assez tranquille, quoi.
Alors, c'est effectivement une ville plutôt calme. Après, de là à dire que c'est tranquille, je te renverrai vers un 3/4 de Gallois que je ne citerai pas, qui y a perdu une mâchoire un samedi soir dans les rues de Clermont. Ah bah après, t'es pas obligé non plus de faire le zazou, quoi, tu vois. Voilà. Mais bon, on va dire que tes soirées sont quand même plutôt tranquilles quand il n'y a pas le rugby, quoi. À l'époque, vous alliez au Phidias, non? Non, tu as pas Au Goretzman. Le Gormans, je sais pas s'il a connu, mais... Si, mais j'ai connu le Gormans et j'ai moins connu Boudu en patin roulette. Ah voilà, d'accord. Julien, j'ai entendu une légende d'une forteresse imprenable, un stade où on perd jamais à domicile. C'est vrai ça, à Clermont? C'est au temps jadis. Ce fut le cas au temps jadis. Il y a une histoire qui parle d'un chiffre de 77 de mémoire, match consécutif, mais ça commence à dater un peu. Et Philippe, le pack à 16 pattes, c'est ça? Et Philippe, le grand chelem finalement de 2022, c'est un peu grâce à toi, non? C'est clair, c'est ta victoire en fait. C'est toi, non, qui... Non, pas du tout. Moi, il me reste deux questions moi, j'ai pour fini. Philippe. Ouais, moi, il me reste deux questions pour Allez. Philippe, deux questions pour et une question pour Julien. Philippe, est-ce que comme Fabien Galtier, tu t'es déjà dit que tu allais faire la une de Paris Match à poil? Non. Alors, non, pas je- rigoler, il a perdu, hein, vraiment. Pas assez affûté. Ils ont essayé, mais Ouais. ça rendait rien sur la photo. Julien, Clermont, moi, ce que ça m'inspire, et tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que c'est un peu comme Sheriff Luna. Tu vois, c'était à la mode en 2009, mais depuis, c'est quand même un peu ringard, non? On attire un peu moins la lumière, oui, effectivement. Il tient son verre de plus en plus. Ouais, de plus en plus ouais, serré. c'est- Ouais. Bon, de toute façon, c'était la dernière, Pas de violence, Julien. mais je tiens le verre. C'était la dernière. Philippe, pour la dernière. Est-ce que des fois, quand tu te couches le soir, t'as peur que Bernard Laporte débarque chez toi, fracasse la porte, te foute dehors, s'installe dans ta piole et fasse croire à tout le monde que c'est chez lui ou non? Jamais. Moi, j'aurais peur à ta place si t'as déjà fait 2 fois. Bon, allez, on arrête les bêtises, on passe à la séquence que tout le monde nous jalouse, le quiz de la mort. Messieurs, la question est la suivante. Qui connaît le mieux la vie de Philippe Saint-André? Philippe Saint-André ou Julien, le fan de l'ASM? Pour ça, c'est très simple. On a plusieurs jeux. Le premier, c'est le qui a marqué. Très simple. Philippe a gagné le Brennus avec Montpellier en 2022. Mais qui est le meilleur réalisateur de la saison 2021-2022? Vous avez le droit de répondre quand vous voulez et je vous dis oui ou non. Le meilleur réalisateur. Réalisateur de la saison 2021-2022. Ramos. Non, Meilleur réalisateur. c'était pas proposer les noms, hein, c'est le jeu. Dumora. Non. Il était pas chez toi, Philippe, mais bon, t'as dû le jouer 2 fois normalement, Oui, par la force des choses. J'ai pas le droit de jouer. Non. Ouais. Surtout t'as les réponses. Quelle non, j'ai année? pas, non. 2021-2022. Et le meilleur réalisateur, la question n'a pas changé. Germain, il était blessé. Vincent Clerc. Non. Romeu. Je donne un indice. Ouais. Il est demi d'ouverture. Oui. C'est un autre indice, il est buteur. Il joue au loup. Berdo. Léo Berdeux, on regarde la réponse en Bravo, image tout de suite. Léo Berdeux. Eh ouais, là Philippe, ça fait 1-0 pour Julien, là, il va falloir te réveiller. Léo Berdeux, oui, meilleur réalisateur de la saison. C'est pas le meilleur marqueur d'essai, parce que le meilleur marqueur d'essai, c'était Baptiste Couillou. Mais voilà, Léo Berdeux, énorme saison, qui a connu les premières convocations en équipe de France avant de se blesser gravement et qui est revenu au top niveau. Deuxième Julien, question. il va perdre sur la finale. Comme d'hab, c'est le karma. C'est les gènes. C'est un qui suis-je? La question suivante est un qui suis-je. Il s'agit d'un joueur qui a joué ou qui a été entraîné par Philippe Saint-André. Ça peut être un papy à l'époque de Romans, un gamin du centre de formation de Montpellier quand tu étais joueur. On balaye très large. Je vous fais son CV. Je cache ça pour pas qu'il y ait la réponse. Je suis né un 20 janvier à Paris. Drôle de parcours, je débute comme beaucoup de gamins dans le foot, mais rapidement je bascule vers le rugby. J'arrive dans ce qui sera mon seul et unique Fofana. club. Putain, j'allais le dire. Wesley Fofana, on va regarder la réponse en Je image. suis nul. Attends, il était très fort. Non, parce que dès que t'as dit Paris, Ah, t'aurais il dû y te dire. avait Fofana. J'ai vu que t'as Ah, on Ramassi. dirait Philippe Saint-André, regardez, on dirait Philippe Saint-André, énorme débordement, cadrage, raffut. Face à Toulouse, au bout de 25 secondes de jeu. Ouais. Là, c'était l'époque où Wesley Fofana, quand même, c'était sexy chocolat, quand même. Hein. Laissez à Twickenham. Laissez à Ah. Twickenham, il est exceptionnel. Ah ouais. Ça fait partie des Bon, moments. bravo, 2-0. Tu peux encore revenir, c'est en 5 questions. Ouais. Accroche-toi, Philippe. hein. Celle-là, elle C'est vaut déjà cher, une balle de Ouais, match. Wesley Fofana, ça. Donc normalement, je m'écroule, c'est ça. Voilà, non. C'est le moment où tu vas craquer.
ça arrive. La question historique. C'est une question difficile, mais vous pouvez y arriver. En jours, donnez-moi la durée du record d'invincibilité de l'ASM à domicile à 31 jours près. 2 ans. Ah mais c'est en jours, je te dis. 720 jours. Non, 500. c'est plus, 900. c'est plus, 1200. c'est plus, 1500. Non, c'est 1400 et quelques. c'est plus, 1800. c'est moins. 1600. Oui, 1631, il t'a roulé dessus. Là, tu t'es crispé. Voilà. Là. Non, mais voilà, on aurait dit le juste Ah, il est prix. gentil, c'est- il me laisse marquer un point. Non, on arrive au. Non, mais Il j'avais va le nombre de matchs. s'effondrer. J'avais le nombre de matchs, mais ouais, le nombre de jours, non. C'est voilà. Le flashback désormais, vous fermez les yeux, on va se plonger dans le passé, un passé récent mais le passé quand même. Je vais vous donner une date et vous allez me dire ce qui s'est passé ce jour-là. C'est très précis. Que s'est-il passé le 10 mai 2019 La branlée historique. Non. Attends, 10 mai 2019. 10 mai 2019. Montpellier, champion d'Europe. Non. Non, c'est l'ASM gagne le challenge. 2019. C'est la victoire de l'ASM. C'est le dernier titre de Clermont 2019. On fait le dernier pour le plaisir quand même. Dernier pour le plaisir. Allez, regardez la photo quand même. Oh là là. Il est dégueulasse ce maillot par contre. Hein. Non, Oui. non, c'est moi qui... Non, mais oui, mais Il est affreux, ce maillot. je reconnais les mecs hein, quand même. Mais... 2019. Ah ouais, ça remonte, hein, tu te rends compte pour un club comme Clermont. Non, j'arrête. Le Non, mec, mais- il veut mais- vraiment se faire des mais- ennemis mais partout. par contre, soyons honnêtes, on a quand même perdu la finale du championnat cette année-là. Oui, oui. Voilà. Bah, on Ouais. va pas changer une équipe qui perd. Ouais, tu tu vois, je veux fais dire. quand même 2 finales. Ouais, c'est Et assez un- exceptionnel. Le dernier, c'est Ilia. Je vais faire appel à tes mains innocentes, puisque Ouais. tu vas être juge. Philippe, tu as l'occasion de revenir au score, même Ouais. si Elle vaut 2 la points, défaite est celle-là. actée. C'est l'exercice ultime, c'est l'énumération, c'est les trucs les plus basiques. Chacun, tour à tour, vous allez me donner un des 30 joueurs titulaires au coup d'envoi pour un quart de finale de Coupe du Monde 2019 face au Pays de Galles. Vu que c'est Julien qui mène, on va Attends. commencer avec toi, Philippe. Ca- Le 15 de Parfait. départ, de l'équipe de France et de Oui. l'équipe du Pays de Galles. Quart de finale 2019. Yannick Josion. Ok, c'est déjà perdu. Quart de finale 2019. Ah putain, ouais, je voyais C'est l'autre genre, l'autre au demi-finale. montage. Ah, Ouais. oui. Non, allez, Alors, vas-y, on refait. Allez, on refait. 2019. 2019. C'est au C'était- Japon, ça. Oui. C'était face au Pays de Galles. D'accord. Un des 30 joueurs. Vas-y, Philippe, tu vas y arriver. Un des 30. Ah, c'est moi qui Oui, commence. c'est toi qui commence. Il gagne du temps là. Penaud. Oui. Je vais solder le cas tout de suite. Sébastien Vamaina. Yoann Hugier. Oui. Dupont. Camille Lopez. Non, malheureusement, Il Philippe. passe le drop. Ah. Il passe un drop. Si, il rentre. Ah, mais Ouais. il est pas titulaire. Ah, J'ai dit, titulaire. Ah, Ah, des bah, j'allais- titulaires. Mais non, tu me dis, il faut citer. Quelle Ah mauvaise oui. foi. Non, Un des t'es- 30 oui, joueurs un des 30 titulaires. joueurs. Tu m'as Alors, pas dit titulaire. J'avoue, je l'aurais cité dans la foulée. J'aurais dit Lopez. Ramos. sinon, je- Ramos. Non, Non. c'était Non, Ntamak. Il avait Et été Ntamak, envoyé Médard à en- l'arrière. C'est Médard à C'est l'arrière. Maxime Ouais. Médard. Ouais. T'aurais pu donner le capitaine, je pense. Philippe. Des Bleus. Messieurs, on Oui, va se quitter sur cette. Guillaume Guirado. Ouais, oui. Ouais, Guirado. T'en as quelques-uns. Non, quand mais il y même. en a. Oui, mais T'en avais parce 15. que je me souviens du drop goal de Camille. De Camille, mais il était Ouais. remplaçant. Ouais. Bravo. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à ce rugby légende qui se termine avec un monument du rugby français. Merci Philippe C'était de un nous plaisir. avoir consacré autant de temps. Julien, est-ce que tu as passé un bon moment Un avec nous? super moment. Merci pour l'invitation. C'était un super moment avec vous trois. Bah, je suis ravi de tout ça. Il y a un grand merci Avec d'avoir partagé aussi cette émission avec nous, en sachant que tu es victime d'un lumbago terrible qui fait de J'ai pas toi bougé une sorte depuis, d'handicapé. Ah, Oui. Tu le trouvais un je peu t'ai vu, immobile? non, quand je t'ai serré la main, Ouais, Red. j'étais comme ça il y a 15 jours. Ah, c'est. Ça se trouve, Là, c'est il pas- faut, Tu vois la table là, c'est mon dos. là, il C'est faut, un peu, là, il faut voir un vrai ostéopathe. J'ai rendez-vous à 15h là. Ouais, là, parce Voilà. que là, tu es. Ouais, il est pas bien. Tu pourrais pas faire une mêlée contre nous. Là. Non, Non. là je peux Même pas en me baisser temps- déjà. Même en donc temps c'est- normal, je suis pas sûr que ce soit vraiment le genre à faire des mêlées, quoi. Voilà. Enfin, Ouais, tu m'as c'est- traité de de gros au début là. Non, j'ai dit t'étais à l'honneur, c'est pas traité de gros. Ça me donne l'occasion de remercier Andrea Gelé et Loïc Genard à la préparation de cette émission, Julien Nice à la réalisation. Merci à toi, Philippe,
Philippe évidemment, et nous on se retrouve très vite sur legendaryplace.com. Tous les lundis des quiz, tous les jeudis des quiz, on vous fait gagner des cadeaux, des vidéos, des reportages exceptionnels, et tout ça c'est pour vous. Rendez-vous sur legendaryplace.com, et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Rugby Légende.